Bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic. Alors, c'est inscrit ici Philippe, ça doit donc probablement être vrai. C'est moi qui vais avoir l'honneur d'être un de vos présentateurs ce soir. Alors, on va s'intéresser à un sujet très... ça va faire ceux qui ont... Qui ici était à la conférence avec Marie-Lou? OK, quand même, beaucoup de gens. Alors, il va y avoir des petits moments où il va y avoir des images qui vont vous sembler, mais on va étudier un autre domaine, un autre pan de l'astronomie que Marie-Lou. Et, excusez-moi, j'ai une communication urgente. On aurait un vaisseau spatial en perdition. Jérémy, commandant Jérémy, répondez, commandant Jérémy. Jérémy, est-ce que ça va? Ton vaisseau spatial, est-tu correct? Ça va tellement mal! Oh là là! Il reste plus de carburant. Oh boy! Catastrophe. Tu veux m'aider, Phil? Ben, là, je suis comme... occupé. J'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient m'aider? Mais ma navette est vraiment petite, par exemple. Est-ce que... Ah, ça... Moi, mais je suis comme... Ouais, trop pas grand. des minces, là, tu pourrais rentrer, là. Ouais, mais même si je Mais j'ai besoin de petits astronautes, peut-être, pour m'aider. Ouais. Ah, il y en a là, mais non, trop grand, peut-être, un peu. Ah. On aurait besoin des astronautes les plus compacts. J'ai besoin de récupérer des pierres précieuses pour faire du carburant. OK, ben je vois plein d'essais. Il y a plein d'essais qui veulent m'aider. Excellent. Ben, c'est parfait. Alors, pour les astronautes courageux là, de 4 à 8 ans, Ben, j'ai de l'aide, c'est bon. alors vous pouvez alors, suivez Jérémy, c'est l'homme de la situation. Alors, il pourra partir ensuite en voyage dans le système solaire. OK, donc ceux qui veulent m'aider, récolter du carburant, ben venez par ici. Phew, ouais, une chance. On les applaudit, les astronautes en l'air. Alors, bon voyage, voyants explorateurs. Notre taux de perte en général ne dépasse pas le 10%. C'est bon? Les astronautes? C'est bon, bye bye. Oh là là, que d'aventures au Mont-Mégantic. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que l'univers est vaste, immense, gigantesque, prodigieusement et incompréhensiblement immense. En fait, juste dans la portion de l'univers qu'on est capable d'observer, l'univers observable, hein, ça ne casse pas la tête, il y aurait environ 2000 milliards de galaxies. Vous connaissez 2000 milliards de galaxies, comme ceci. Et chacune d'entre elles aurait, en moyenne, 100 milliards d'étoiles. C'est la bonne réaction à avoir. Bonne réaction. Et en observant notre galaxie à nous, la Voie lactée, on estime qu'en moyenne, chaque étoile a plus qu'une planète. Et donc, que dans cet univers, il y aurait plus de planètes que d'étoiles. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres comme la nôtre? Est-ce qu'il y a d'autres mondes potentiellement habitables dans l'univers? Est-ce que d'autres planètes, d'autres endroits pourraient abriter la vie dans l'univers? Vaste question. Eh bien, jamais, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi près de répondre à cette question. Jamais nos moyens techniques nous ont permis d'étudier ça avec autant de détails. Et si on est aussi près, comme jamais l'humanité ne l'a été, si on est aussi près d'une réponse à la question « Est-ce qu'il y a de la vie potentiellement ailleurs? » Eh bien, si on est aussi près, c'est en partie parce qu'il fait froid au Mont-Mégantic. Je vois des visages sceptiques dans l'audience. Non, non. Ce soir, je vais vous démontrer le lien entre la température du Mont-Mégantic et la quête de la vie ailleurs dans l'univers. Et ce lien, quel est-il? Tout simplement, c'est la lumière infrarouge. Et c'est pourquoi on vous convie à un voyage dans l'univers infrarouge. Voilà. Bon, Marie-Lou en a parlé un petit peu. L'infrarouge, qu'est-ce que c'est? Elle a à peine effleuré le sujet. L'infrarouge est une forme de lumière. La lumière, c'est une radiation,
onde électromagnétique. C'est la vibration de l'énergie électromagnétique. Et chaque petite bosse, ici, chaque onde, correspond à une certaine quantité d'énergie. Et on voit donc que quand la longueur d'onde est courte, l'énergie est beaucoup plus dense, c'est un rayonnement plus énergétique. Nous, celui qu'on connaît bien, c'est la lumière visible, hein, du violet jusqu'au rouge. C'est la lumière que nos yeux sont capables de percevoir. Mais toutes les autres longueurs d'onde, c'est des formes de lumière bien réelles, imperceptibles pour nous, mais elles ont toutes leurs caractéristiques qui seront légèrement différentes de la lumière visible. On va aller voir un peu dans la lumière plus énergétique. Il y en a une que vous connaissez très bien, de lumière très énergétique, parce que, bon, ben, c'est la lumière qui fait en sorte qu'on est obligé de se crémer abondamment, comme aujourd'hui. Effectivement, la lumière ultraviolette, qui nous donne un très beau bronzage, au cas. Alors donc, les rayons ultraviolets sont très énergétiques, ils peuvent donc endommager notre peau et causer coups de soleil à court terme et cancer de la peau à long terme. Plus énergétique encore, et là, Mario en a parlé un peu avec le télescope Chandra, ce sont des rayons qu'on utilise beaucoup en médecine. Qui ici a déjà eu une radiographie? Eh bien, les rayons X, une forme de lumière très énergétique. Là, vous le connaissez cela, c'est un de vos amis? Eh bien, effectivement, les rayons X sont très puissants, peuvent traverser le corps humain et donc être extrêmement utiles en médecine. Et le plus énergétique de tous, produit au cœur de réactions nucléaires des étoiles, ce sont les rayons gamma, qui sont aussi d'ailleurs ceux qui rendent Hulk très vert et très fâcheux. Là, on a les plus énergétiques que le visible, il y en a des moins énergétiques que le visible aussi. Par exemple, il y a une forme de lumière très connue. Vous vous en servez pour réchauffer votre malbouffe. Effectivement, le rayonnement micro-ondes. Et oui, votre faux micro-ondes est une source de lumière. C'est simplement que les molécules d'eau sont particulièrement sensibles. Ils vont donc réagir beaucoup à cette forme de lumière-là. Elles vont donc chauffer beaucoup. Et finalement, très utilisées en télécommunication, les ondes radio. Et l'infrarouge, ce qui est là-dedans, eh bien, le nom le dit. Infrarouge, en dessous du rouge, et donc le rouge est de ce côté-ci, et un petit peu moins énergétique que le rouge, on a de plus grande longueur d'onde, on aura la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, qu'est-ce qu'elle concrètement, à quoi elle est associée? Elle est associée au dégagement de chaleur. Et pour vous le démontrer, on va faire une petite démonstration. Alors, je vais aller chercher ça, allumer ça, voilà, on allume ça. Ça prend un petit moment à démarrer ces choses-là. Voilà. Alors, j'ai ici, sur la tablette, on a accroché un système très amusant. C'est une caméra infrarouge et ça nous permet de vous dire un petit bonjour. Et voilà, vous êtes, comme vous pouvez voir, vous êtes brillant en infrarouge. Je ne peux pas garantir pour le reste de votre vie, mais au moins vous êtes brillant là. Alors, on peut très bien vous voir ici en infrarouge. Plus c'est noir, plus c'est froid, plus c'est blanc, plus c'est chaud. Et on peut distinguer vraiment des détails très amusants. Bon, on voit que les gens qui ont des lunettes, vous avez un look rockstar fantastique. Vous, madame, vous avez les joues froides. Et on peut distinguer aussi toutes sortes de détails amusants, comme par exemple, alors, vous ici, vous avez le nez froid. Alors, c'est même très visible. Et on peut voir effectivement, on voit la caméra ici, plus sombre dans les mains. On peut voir, vous aussi, vous avez le nez froid. Et on peut donc distinguer toutes sortes de détails comme ça ici, avec la lumière infrarouge. On peut même voir, par exemple, si on va aussi voir l'animateur, là, c'est un peu terrifiant. Mais regardez, on peut aussi bien voir, par exemple, les projecteurs de la salle qui sont bien réchauffés, ils éclairent beaucoup. Mais même si on les éteint, même dans le noir, ils seront toujours bien visibles. On va se plonger dans l'obscurité de l'espace. Voilà. Et maintenant, regardez, même éteints, leur chaleur continue à être émise et ils sont tout aussi brillants
Et vous d'ailleurs, dans l'obscurité, on vous voit tout aussi bien, c'est vous qui émettez la lumière infrarouge. Alors on observe que même dans l'obscurité, on voit très bien ce qu'on fait. Et pour vraiment montrer un... Et pour terminer, on va juste... Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Et bon, là, j'essaie de tenir la caméra d'une main, puis essayer de ramasser mon courage à deux mains et la caméra de l'autre. Alors, on va essayer de trouver le bon angle, voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué que la nature m'a doté d'une chevelure troublante. Eh bien, on va ajouter ça un petit peu. Oui, je pense qu'on est en train de manquer de batterie de la caméra. Voilà. C'est bon, si je fais de... Ah, c'est délicat ces petites bêtes-là. Voilà. Viens-t'en, chérie. Voilà. Ah, voilà. Et on peut donc se donner, avoir l'air instantanément d'avoir pris quelques décennies, et on peut très bien distinguer aussi l'élément chauffant à travers, même éteint, on le voit encore très très bien. Alors, voilà pour la démonstration de la caméra infrarouge. Alors, comme vous remarquez, c'est évident que vous êtes chaud. Enfin, j'espère que c'est plus ou moins métaphorique, j'espère que c'est pas viral. Alors, la lumière infrarouge est donc très très utile parce qu'elle nous permet de voir dans l'obscurité. Et c'est l'application que vous connaissez peut-être le mieux. Alors, c'est de voir dans l'obscurité, par exemple, dans le secourisme. Alors, la forêt est fraîche, les gens sont encore à température corporelle, et on peut donc très très bien les voir. En fait, on voit mieux les gens la nuit en infrarouge que le jour en visible, parce que le contraste est très grand ici. Là, on parle de capter, de percevoir l'infrarouge. Et si on veut garder quelque chose au chaud, on peut en émettre aussi, utiliser des lampes infrarouges. Par exemple, si on a des petits poussins, on peut les garder au chaud ici, comme ça ici. Alors, grâce aux lampes infrarouges, on peut garder nos poulets au chaud quand ils sont petits et aussi quand ils sont grands. Et quand vous avez vos poulets, vous vous asseyez devant la télévision, là, vous voulez changer de poste à la télévision, vous faites quoi? Avec une télécommande, exactement. Eh bien, ça se trouve qu'une télécommande, la petite ampoule qu'il y a en avant, qui ne s'allume jamais, c'est en fait une diode infrarouge qui va envoyer un signal qui est invisible à vos yeux et pourtant bien réel. C'est la télévision qui a un capteur infrarouge qui va recevoir et décoder le signal et qui va vous mettre ça à un poste de sport ou de documentaire, c'est cela. Ça, c'est des applications plutôt terre-à-terre. Mais il y a des applications plus, disons, spatiales. En particulier dans le domaine de la météorologie. Parce que la vapeur d'eau est particulièrement absorbante pour l'infrarouge. Et l'atmosphère, donc, est très, très riche en vapeur d'eau et les nuages en particulier. Alors, grâce à l'infrarouge, on peut très bien distinguer les zones nuageuses des zones d'éclaircie et de distinguer les températures à l'intérieur des zones nuageuses. Ce qui nous permet de beaucoup mieux comprendre et étudier des phénomènes extrêmes, comme par exemple les ouragans ici. Grâce à l'infrarouge, on suit beaucoup mieux les ouragans et on s'entend que savoir qu'un ouragan arrive, ça vaut quand même la peine. Alors là, on parle de la météorologie en particulier, mais le climat en général. Observer la Terre en infrarouge est crucial, surtout en cette période de changement climatique. C'est très, très important de comprendre les phénomènes thermiques à l'échelle des continents et des océans. Regardez ici la carte thermique des océans. On voit les courants marins chauds, courants océaniques. Le Gulf Stream ici, on le voit très bien dans l'océan. Et pas juste des courants océaniques réguliers ici. Mais ça, c'est quoi ça ici? C'est El Niño, effectivement. Un phénomène océanique irrégulier qui a une grande influence perturbatrice sur le climat mondial. Et on peut donc les étudier beaucoup mieux en l'observant en infrarouge comme ça. Une autre utilité d'infrarouge provient d'une propriété. Comme l'infrarouge a une longueur d'onde plus grande,
La lumière infrarouge peut, pour ainsi dire, se faufiler dans certaines matières diffuses. Alors, voici un pompier sur son lieu de travail. La lumière visible va diffuser dans la fumée, donc dans toutes les directions, c'est opaque, on ne voit plus rien. Mais en infrarouge, l'infrarouge, lui, n'est pas affecté par la fumée, et on va donc pouvoir voir à travers des choses et aussi des personnes, et devenir le héros du jour. Mais, c'est le même principe qu'on emploie beaucoup en astronomie. Et pour ça, je vais vous présenter une image, une des plus belles images qui a jamais été réalisée dans l'histoire de l'humanité, celle des piliers de la création. Wow! Une partie de la nébuleuse de l'Aigle. Qu'est-ce que c'est? Ça ici, c'est une nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est au cœur de nébuleuses comme celle-ci qu'il qu'a lieu la formation et la naissance des étoiles. Oui, mais là, il y a un problème. C'est opaque. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, c'est un des phénomènes les plus importants à comprendre de la formation des étoiles. Ça, c'est une image prise en lumière visible par le télescope spatial Hubble. Et d'ailleurs, le Hubble est ici équipé d'une caméra infrarouge. Et on va aller voir qu'est-ce que nous révèle une photo du même objet en infrarouge. Regardez bien. Oh, ouais, c'est impressionnant. Non seulement on voit beaucoup plus de petites étoiles faibles, mais on peut voir à travers plusieurs sections de la nébuleuse ici. L'infrarouge traverse plusieurs sections, il y a des zones plus denses quand même. On peut voir des étoiles en arrière-plan, on peut voir certaines des jeunes étoiles en formation à l'intérieur. On peut donc percer le voile des objets nébuleux grâce à l'infrarouge. Pas seulement pour des nébuleuses, mais aussi pour des galaxies. Alors, Marie-Lou en a parlé tout à l'heure. Voici la galaxie Andromède, notre grande voisine galactique, à 2,5 millions d'années-lumière. La lumière d'une galaxie, c'est la lumière combinée de tous les objets qui la composent. Et comme pour Marie-Lou, effectivement, ça peut être difficile de distinguer c'est quoi qui est quoi là-dedans. Alors là, on a fait l'image en différentes longueurs d'onde visibles, dans l'infrarouge. On va poser en bleu des objets très chauds, comme des jeunes étoiles brillantes, et en orangé, des choses plus froides, comme des grands nuages de poussière dans la galaxie. Et regardez bien. Voilà. Maintenant, on peut comprendre, étudier la composition interne de la galaxie. On voit en bleu ici un halo de jeunes étoiles et des grands anneaux, grandes régions riches en poussière plus froide. Grâce à ça, on peut vraiment comprendre la structure interne des objets, des galaxies spécifiquement, mais aussi, comme on a vu dans la conférence, des amas de galaxies. Là, on a des objets très lointains dans l'univers. C'est peurant un petit peu. On va retourner plus près de nous. C'est quoi ça? Saturne, effectivement. Ok, vous êtes bon, on va vous garder. On vous laissera partir. Alors, Saturne, la belle planète aux anneaux, on espère la voir ce soir, ça va être splendide. Elle a un satellite, Titan, que vous allez voir aussi probablement au télescope juste à côté. Titan est très particulier. C'est le seul satellite du système solaire à avoir une atmosphère. Mais, malheureusement, pour nous, elle est opaque. Lorsque les sondes Voyager ont passé à côté dans les années 80, ils ont fait la découverte d'une atmosphère, malheureusement, il n'y avait pas de caméra infrarouge. Ils ne pouvaient donc pas percer l'épais brouillard de l'atmosphère de Titan. Et on l'aurait voulu, parce que Titan est environ à moins 180 degrés Celsius. Correct. Et son atmosphère est très riche en méthane. Ça a l'air de quoi? Sous quelle forme on retrouve le méthane à moins 180? Regarde. Ah, liquide, liquide. Eh bien, dans les années, en 2004, la sonde Cassini s'est mise en orbite autour de Saturne, et elle avait une caméra infrarouge. Et voici ce qu'elle y a vu. On peut maintenant voir à travers l'atmosphère titanesque, les deux adjectifs, comme c'est vraiment drôle. Et on a ici non seulement des montagnes, on voit des montagnes, du relief, des dunes de sable, des nuages. Mais c'est quoi ça ici en haut? C'est des lacs, effectivement. Et des lacs de quoi?
pas d'eau, mais bien, vous avez raison, de méthane. De méthane et d'éthane. Alors, on a donc des lacs et des mers d'hydrocarbures. Il fait tellement froid sur Titan que toute l'eau est gelée, mais que le méthane et l'éthane coulent, ruissellent, s'évaporent, forment des lacs, font des nuages, et il y a de la pluie de méthane. Il y a un cycle du méthane sur Titan, comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Et ça, on l'a découvert grâce à l'infrarouge. D'ailleurs, c'est les seules étendues liquides pour l'instant connues en dehors de la Terre. Quand même pas mal. Il y a un autre objet du système solaire qui est très intéressant d'infrarouge. Qu'est-ce que c'est? Jupiter. OK, non, Neptune est bleu vif. Alors, Jupiter, elle est belle, elle est grosse, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle est tellement grosse qu'elle est encore en phase de contraction gravitationnelle. Et donc, à l'intérieur, il y a une pression très intense, il y a beaucoup de friction. Ça fait quoi, ça, de la friction? La chaleur. Donc, de l'infrarouge. Cet infrarouge-là va migrer lentement vers les hautes couches de l'atmosphère de Jupiter. Et si on observe Jupiter en infrarouge, on va passer d'un aspect de marbre à un aspect de lave. Ouh. Là, vous voyez, les différentes bandes qu'on voyait en beige ou plutôt en rosé, eh bien maintenant, il nous apparaissent certaines très chaudes, certaines beaucoup plus froides. On voit que la grande tache rouge, elle est froide au centre et plus chaude sur le pourtour. On peut beaucoup mieux comprendre les phénomènes internes de Jupiter grâce à l'infrarouge. Et au cours de la dernière année, il y a une sonde qui s'est mise en orbite autour de Jupiter, la sonde Juno, et elle a pris les premières images des pôles de Jupiter. Et elle y a fait une découverte vraiment sensationnelle des vortex polaires. OK, je sais, ça a plutôt l'air d'un cauchemar du Mordor, là. À titre d'échelle, chacun de ces vortex peut être plus gros que la Terre. Et non seulement ils tournent sur eux-mêmes, comme des grandes masses tourbillonnantes de vent et de gaz, mais ils tournent tous autour du pôle nord ici de Jupiter. Une incroyable découverte faite grâce à l'infrarouge. Là, on est près de nous, mais très loin dans l'univers. Imaginons des objets qui soient aux confins de l'univers. Des objets, là, bien plus loin, là, des milliards d'années-lumière de distance. Hein, Camarilou, tantôt, disait que son amas de galaxie était proche, à 250 millions. Là, on est vraiment dans les milliards. Oui, l'échelle peut être un petit peu démesurée rendue là. Imaginons de la lumière visible qui provienne de très loin. On a parlé de l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion, et donc l'espace qu'il contient s'étire, mais l'énergie qu'il contient aussi va s'étirer. Et qu'est-ce qui arrive si une onde s'étire? Sa longueur d'onde augmente, et la lumière visible va donc devenir de l'infrarouge. Bon, ça prend des distances colossales, et on va vous en montrer un exemple, que c'est pour ça que les objets les plus lointains de l'univers, on les observe en infrarouge. Alors, par exemple, voici un segment du champ profond de Hubble, une des images les plus absurdes jamais prises par l'humanité. Alors là-dedans, il y a des dizaines de milliers de galaxies extrêmement lointaines. Et ça, c'est une image en infrarouge, là, prise par le télescope spatial Hubble. Et là-dedans se cache un infime point rouge. UDFJ 39, 54, 62, 84. Bingo, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'objet, la galaxie la plus lointaine connue à ce jour, à plus de 13 milliards d'années-lumière de distance. Et on l'a observé grâce à l'infrarouge, une infime tache qui se distingue à peine du fond du bruit parasite. Mais pas juste des objets qui sont faibles parce qu'ils sont lointains. Les objets qui sont faibles, ben, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont pâles. Alors voici une image d'un bout de ciel au hasard, prise par le système DSS. Bon, c'est une image invisible, on ne voit pas grand-chose. Mais dans une petite région, juste par ici, là, se cache un objet. Et on va remplacer l'image invisible par une image infrarouge qui a été prise ici, à l'Observatoire du Mont Mégantic, par Étienne Artigot et son équipe. Alors, regardez bien l'image en infrarouge. Qu'est-ce que c'est ça?
Une étoile est apparue. SIMP 0136, 56.5 plus 9, 3, 3, 4. Oh, non, les chiffres ne vous intéressent pas. Non, ce n'est pas une étoile qui s'est allumée, c'est une naine brune. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une étoile manquée. C'est un objet intermédiaire entre une grosse planète gazeuse comme Jupiter et une étoile. À partir d'un certain seuil, un objet est tellement massif, sa masse est tellement importante, sa gravité est importante, la pression atteint un seuil où se déclenche la fusion nucléaire. Et à ce moment-là, l'étoile se met à briller. Mais il y a des objets qui n'arrivent juste pas à ce seuil-là. Donc, ils ne brilleront jamais en lumière visible, ils ne seront jamais des étoiles. Mais ils sont quand même nettement plus gros que les massifs que les planètes, et ils vont être lumineux en infrarouge. Donc, des naines brutes comme celle-ci. Très important pour comprendre les phénomènes à la frontière, donc, des planètes et des étoiles. Une découverte qui a été faite, donc, au Mont Mégantic, avec l'instrument que voici, la caméra qui s'appelle « C'est pas pire ». Alors, une caméra très québécoise, évidemment. Elle n'est pas aussi grosse que ça en vrai, là, c'est un gros plan, sa caméra, c'est comme une espèce de tonneau gros comme ça. Et la belle fumée blanche qui assure la crédibilité scientifique de la chose, eh bien, c'est de la vapeur d'eau, tout simplement. Pourquoi? L'infrarouge, c'est associé à la chaleur. Qu'est-ce qui arrive si la caméra est chaude? Hein, effectivement, la caméra elle va être comme il va y avoir du bruit parasite, la caméra va se voir elle-même. L'infrarouge de l'environnement va complètement va nuire à l'observation de manière importante. Et donc, le tuyau ici, c'est parce que c'est pas pire, est refroidi à l'azote liquide à moins 180 degrés Celsius. Et seulement à cette température-là, et bon, c'est pour ça qu'il y a de la condensation de la vapeur d'eau, seulement à cette température-là, on va prendre des images d'une qualité suffisante. Et vous vous demandez peut-être, ah mais, pourquoi on fait de l'astronomie infrarouge au Mégantic? C'est le fait froid. Le Mont Mégantic est un des observatoires au monde qui est situé dans un des climats les plus rigoureux. Et pour vous le prouver, voici deux images infrarouges. La première a été prise en été. En été, bon, c'est un dôme de métal. On s'entend, le dôme est chaud, le sol est chaud, l'air est chaud, tout est chaud. Les images infrarouges seront de bien moins bonne qualité. Mais en hiver, le dôme est froid, le sol est froid, l'air est froid. À moins 30, on aura des excellentes images en infrarouge. Le Mont Mégantic est un endroit idéal au monde pour l'astronomie infrarouge. Mais même un endroit idéal a ses limites. Cette limite-là, on en a parlé au cours de la conférence, c'est une espèce de truc qui nous empêche de voir, on aimerait bien se débarrasser. L'atmosphère, hein, il faudrait juste passer ça, cette affaire-là, ça sert à rien. Je n'ai pas eu ça que ça sert à quelque chose, je me rappelle. Les différentes formes de lumière ne sont pas toutes, donc, n'interagissent pas de la même manière avec l'atmosphère. Bon, heureusement pour nous, les rayons gamma, rayons X, ultraviolets sont bloqués, sinon ça serait le massacre. Les ondes radio, ça passe, le visible, ça passe, heureusement, on ne se plante pas la face d'un mur. Les micro-ondes sont bloqués. Mais l'infrarouge, c'est très mitigé, ça varie beaucoup d'une longueur d'onde à l'autre. Et surtout, la vapeur d'eau en absorbe une grande quantité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'endroit idéal pour observer de l'infrarouge, dans l'espace, avec, c'est quoi cette forme-là? Le télescope spatial Hubble, effectivement, qui n'est pas le seul à observer en infrarouge, il y en a eu d'autres, IRIS. Présentement, c'est Spitzer qui est à l'avant-garde de l'infrarouge. Mais il y a présentement, en développement, le télescope spatial infrarouge le plus puissant jamais conçu. Le James Webb Space Telescope. OK, je sais, il ressemble plutôt à une antenne satellite sur un lit de casque. Je vous assure que c'est de la très haute technologie. OK, promis, promis. Alors, le miroir principal mesure 6,5 mètres de diamètre. C'est plus du double du Hubble. Et au lieu d'être recouvert, comme la plupart des miroirs de télescope, d'une couche d'aluminium, il est recouvert d'une couche d'or. Et non, ce n'est pas les goûts esthétiques du président actuel. C'est parce que l'or a une réflectivité infrarouge bien plus importante donc, que l'aluminium. Et le Nican ici, en fait, c'est un pare-soleil. Parce que c'est quoi la grosse source d'infrarouge qui nous tapait sur la tête au cours des derniers jours? Le Soleil. Mais dans l'espace, la Terre elle-même et la Lune sont brillants en infrarouge par rapport au reste de l'espace. C'est pourquoi il faut protéger le télescope de cet infrarouge-là.
Et c'est à ça que servent ici, donc, les épaisseurs à base de carton. C'est pourquoi la partie en bas, avec les moteurs, les antennes, tout le système de contrôle de guidage, ça peut être du côté soleil. Il faut que ça soit du côté terre pour communiquer. Mais le parasoleil va protéger les éléments scientifiques. Parce que du côté jour, il va faire environ 85 degrés Celsius environ, et du côté nuit, moins 240. C'est le cas de dire. Ah! Et donc, à cette température-là, eh bien, on aura seulement les images infrarouges les plus fantastiques jamais obtenues. Et une des caméras qui va être là est une caméra qui s'appelle NIRIS. Un acronyme pas possible, là. Ils n'ont pas autant de bons goûts dans les acronymes qu'au Mégantic. La caméra NIRIS va servir à étudier la composition chimique des atmosphères des exoplanètes, les planètes ailleurs dans l'univers, pour déduire si elles sont potentiellement habitables. Alors, une machine va avoir un rôle crucial. Et cette machine-là est de fabrication canadienne. C'est la contribution de l'Agence spatiale canadienne au projet. Et le directeur de ce projet-là, c'est M. René Doyon, qui est aussi le directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Vous vous demandez, comment M. Doyon a-t-il obtenu un contrat aussi important? Bien, dès les années 90, M. Doyon s'est intéressé à l'astronomie infrarouge. La première caméra astronomique infrarouge au Canada, la MONICA, la Montreal Infrared Camera, avait été conçue et développée ici dans les années 90 au Mont-Mégantic. Voici la première image qui a jamais été prise avec elle, le bon M3 dans le bouvier. Oh, est-ce que nos astronautes sont revenus? Salutations! Un applaudissement pour nos astronautes. Ils ne sont pas perdus dans l'espace. Alors, grâce à ça, M. Doyon a acquis, lui et toute son équipe, au cours des décennies, une grande expérience dans le domaine de l'astronomie infrarouge. Et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé autant à l'astronomie infrarouge au Mont-Mégantic? Parce qu'il fait froid. Alors, nous n'avons jamais été aussi proches d'une réponse. On a commencé à faire des liens, là. Parce que le Mont-Mégantic est froid, on s'est intéressé à l'astronomie infrarouge. Les astronomes québécois sont devenus les chefs de file à l'échelle mondiale dans l'infrarouge. Et c'est pour ça qu'on les a choisis pour concevoir la caméra NIRIS qui va aller étudier la présence de vie ailleurs dans l'univers. Et donc, si on n'a jamais été aussi près d'avoir une réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» eh bien, c'est en partie parce qu'il fait froid au Mont-Mégantic. C'est ce qu'il fallait répondre. Et voilà ce qui met un terme à votre voyage dans l'univers infrarouge. Avez-vous des questions? Oui? Pour lutter contre la pollution lumineuse. Parce que toute la lumière émise par la société et la civilisation humaine, ça crée une quantité colossale de lumière envoyée vers le ciel, qui va donc brouiller les observations. C'est pour ça, par exemple, que le télescope le plus gros au Canada, maintenant il est fermé parce qu'il est à Toronto. Hein, quand ils l'ont construit, c'était la campagne, maintenant c'est la banlieue, on ne voit plus rien. Alors la pollution lumineuse, c'est l'ennemi juré de l'astronomie. Et c'est pourquoi au Mont-Mégantic, on se défend bec et ongles. On a créé la réserve de ciel étoilé pour garder l'observatoire en fonction. Parce que sinon, si vous êtes près d'une grande ville, vous perdez 97% des étoiles. Ouch! Oui? Non, là, parce que là, tout le monde serait mort. Déjà, survivre quelques heures sur le Mont Everest, c'est difficile parce que, oui, on aimerait ça des endroits froids, mais c'est parce qu'on est quand même limité, il faut quand même se rendre. Il n'y a pas de route qui se rend au sommet du Mont Everest. Hey, c'était du gros travail déjà construire la route au sommet du Mont Mégantic pour amener le miroir et construire tout ça. Alors, on est limité par, disons, notre capacité à juste accéder au sommet. Oui? Il y a une porte. Oui? Parler un peu plus de James Webb. Alors, le télescope spatial James Webb, c'est le plus grand projet d'astronomie spatiale présentement. Un budget de plusieurs milliards de dollars. De nombreux retards, malheureusement.
à la fois des retards budgétaires, la NASA doit se battre pour chaque centime, si j'ose dire, et aussi le fait qu'ils ont techniquement, c'est extrêmement complexe à construire, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de retards techniques. Pour l'instant, c'est supposé être lancé en 2021, on va espérer qu'il n'y ait pas d'autres retards. Oui? Oui, justement, ça va m'amener aux consignes, parce qu'il faut que je vous donne des consignes. Oui, vous allez vous rendre à l'observatoire au sommet de la montagne, et maintenant, c'est le temps file, le temps de vous donner des consignes. Tu pourras me poser garde ta question, tu me reviendras. Il faut que je donne des consignes avant que vous partiez dans l'espace. Hein, vous allez juste partir dans une autre direction. Alors, au sommet de la montagne, le fond de l'air est frais. Alors, assurez-vous, pour ne pas geler sous les étoiles, d'avoir des vêtements appropriés, parce que sinon, bon, descendre des cubes de glace, c'est pas le fun. Alors, assurez-vous d'être habillé convenablement pour le sommet. Ça va être quand même un petit peu frisquet. Hier, il a fait des zéros environ au sommet. C'était pas de la neige, mais il va faire proche de zéro. Il peut faire proche de zéro. Il y a juste 80 jours sans gel au Mont-Mégantic, au sommet. Aussi, important au sommet, il n'y a pas de source d'eau potable. Alors, pour ne pas sécher sous les étoiles, assurez-vous d'apporter des réserves avant de monter. Au sommet aussi, il y a une seule toilette et elle est sèche. Donc, pour éviter des incidents qui seraient cosmiques, mais pas du tout comiques, on vous recommande non seulement de faire le plein avant de monter, mais aussi la vidange. Il y a une salle de bain en sortant ici de la salle multimédia, mais précipitez-vous pas tous vers la même salle, ça va créer des trous noirs. Alors, il y a une salle de bain ici, puis il y en a ici au pavillon des randonneurs et au pavillon d'accueil. Il y a d'autres salles de bain. Répartissez-vous dans l'univers, s'il vous plaît. Et je vais vous demander, mais comment est-ce qu'on fait pour monter en haut? Vous avez une navette pour le sommet. Allez, il y a une navette A, il y a une navette B. Vous savez qui va dans quoi? Et la navette pour le sommet, vous ne pouvez pas la manquer. Elle est grosse, jaune et scolaire. Je vous fais confiance. Et si vous demandez qui va nous guider jusque-là, eh bien, pas compliqué, votre guide pour le sommet, c'est notre collègue Sergueï. Alors, suivez l'accent russe et vous allez pouvoir vous guider vers le ciel. Alors, merci beaucoup. Vous avez 15 minutes avant votre décollage vers le sommet. Préparez-vous, des petites questions, venez voir. Préparez-vous bien. Bon voyage, bonne soirée, bonne observation.